Bonjour, c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Étienne Klein est professeur, physicien et philosophe des sciences. Nous aimons la vulgarisation des textes d'Étienne Klein parce qu'il nous fait réfléchir à notre façon de faire, de voir. Nous nous posons des questions naïves, des questions d'enfants, et il y répond. Secrétaire générale des éditions Flammarion, Sophie Berlin est agrégée de lettres. Elle dirige depuis 2003 le département du savoir et a pris depuis peu la direction du département des beaux-arts. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Étienne Klein et Sophie Berlin. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite. Aujourd'hui, c'est de sciences dont il va être question, de textes et de scientifiques qui ont compté. Et cela, nous allons en parler en votre compagnie, Étienne Klein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école centrale, directeur en philosophie des sciences et créateur et directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au commissariat à l'énergie atomique. Vous animez également sur France Culture l'émission La Conversation scientifique. 2 livres viennent de paraître aux éditions Flammarion, dont nous allons parler dans la seconde partie avec Sophie Berlin, qui est la secrétaire générale de cette maison d'édition et qui dirige le département des sciences et des sciences humaines. Donc évidemment, vous avez, si ce n'est pas votre première éditrice, en tous les cas, vous avez un rapport particulier avec elle. Ces 2 livres dont il va être question sont Idées de génie, 33 textes qui ont bousculé la physique que vous présentez avec Gauthier de Pambourg en format livre de poche dans la collection Champs Sciences et dans la collection 1001 pages, La physique selon Étienne Klein, qui est un livre regroupant 6 de vos ouvrages sur le temps et quelques personnalités à nouveau de la physique. Un second livre que vous avez regardé de quelle manière? Il vient raconter, évaluer, indiquer la cohérence de votre parcours? Alors le titre de ce livre, La physique selon Étienne Klein, est un abus de langage. Il n'y a pas de physique selon Étienne Klein. Moi je suis un passeur, j'essaie d'expliquer en termes clairs les théories physiques contemporaines, notamment la physique quantique et la relativité générale, qui sont les 2 piliers de la physique dont on se sert aujourd'hui. Et ce livre rassemble 6 ouvrages. Et en effet, quand je les lis, j'ai l'impression que le tout est plus que la somme de ses parties, c'est-à-dire qu'on découvre une cohérence dont je n'avais pas conscience quand j'étais en train d'écrire ces livres, avec une obsession qui a duré très longtemps à propos de la question du temps. Qu'est-ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler du temps? Et puis sur certains personnages singuliers, fascinants de l'histoire des sciences, notamment du XXe siècle. Voilà, des connus et des inconnus, c'est le cas dans ces 2 livres. Mais restons un instant, Étienne Klein, sur la question du temps qui effectivement est très importante chez vous. Quand et comment elle est venue vous interroger? Elle a commencé quand j'avais 30 ans. J'utilisais des équations de la physique, j'enseignais la physique, je manipulais donc au tableau la variable t, qui est la façon mathématique de décrire le temps quand on est physicien. Et puis il m'est arrivé un petit accident de parcours dans la vie, et pendant quelques mois, je me suis interrogé sur le rapport entre le temps physique, tel qu'il est décrit par les équations, et puis la façon dont, pendant cette période particulière, je vivais mon rapport au temps. C'était plus ressenti. Voilà. Et après, je me suis posé la question de savoir mais quel est le vrai temps? Est-ce que c'est celui qu'on décrit en physique? Ou est-ce que c'est notre façon d'en parler? Est-ce que ce sont des systèmes philosophiques qui sont les plus pertinents pour dire ce qu'il faut penser du temps? Et donc, j'ai commencé par des questions très naïves. Par exemple, quand un physicien parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un philosophe? Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot? Oui. Si la réponse est oui, est-ce qu'ils en disent les mêmes choses? Et la réponse est clairement négative, puisque déjà tous les philosophes ne disent pas la même chose. Et donc ça m'a amené à mener un travail critique sur le langage. En fait, je pense que mon vrai sujet de recherche, c'est le langage. C'est-à-dire, comment dire dans le langage des choses que on apprend en dehors du langage, par des équations, et que le langage ne dit pas spontanément. Est-ce qu'il faut creuser une langue étrangère dans la langue pour laisser des espaces dans lesquels on va pouvoir insérer la nouveauté des messages qui nous viennent de la science? Ou est-ce qu'avec la langue ordinaire, on peut parvenir à dire la science? Et ma réponse à cette question, c'est plutôt il faut creuser une langue étrangère.
Alors, vous l'avez dit aussi dans ces deux livres, La physique selon Étienne Klein et puis Idées de génie, ce qui vous intéresse aussi, c'est de raconter les scientifiques et principalement dans La physique selon Étienne Klein, ceux du XXe siècle. Pourquoi est-ce important pour vous d'inscrire les idées, d'inscrire les inventions ou les trouvailles dans finalement la chair et les os et l'époque, donc aussi de ceux qui les ont inventés ou trouvés? C'est une très bonne question. Moi, je remarque que les gens, le public, a beaucoup de connaissances scientifiques. Par exemple, tout le monde sait que la Terre est ronde, tout le monde sait que l'atome existe, tout le monde sait que l'univers est en expansion, tout le monde sait que les espèces vivantes évoluent, tout le monde sait que le climat change du fait de l'activité humaine, mais peu savent dire comment on l'a su. Voilà. Même cette connaissance basique, la Terre est ronde, mais comment est-ce qu'on l'a su dans l'histoire des idées? Et avec Gauthier de Pambourg, qui est un jeune thésard qui a été mon étudiant à Centrale, on a choisi 33 textes de l'histoire de la physique contemporaine. Alors je la fais démarrer, enfin moderne plutôt que contemporaine, Oui, qu'on fait démarrer à Galilée, XVIIe siècle. Et on a choisi des textes dans lesquels sont exprimées des idées novatrices, parfois avec des arguments qui n'ont rien de scientifique. Enfin, en fait, aucun scientifique n'est scientifique, au sens où aucun scientifique n'est intégralement scientifique. Quand un scientifique tombe amoureux, il n'est pas scientifique. Donc, ce qu'on montre, c'est que quand une idée émerge, elle peut être portée par toutes sortes d'influences. L'intelligence de celui qui l'énonce, mais aussi le contexte, des croyances, etc. Et donc, le contexte joue un rôle et la lecture des textes permet de saisir son importance. Mais, et c'est là que je me distingue des relativistes radicaux, c'est important de comprendre comment naissent les idées, dans quel contexte, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient incapables de s'émanciper du contexte de leur apparition. Et donc, cette gangue contextuelle, il est important de la montrer pour qu'on ait bien conscience que les génies ne sont pas des gens qui sont hors sol, couplés au ciel des idées, qui se parleraient à distance dans l'espace-temps. Ouais. Non, ils sont baignés dans des cultures. Mais, et c'est ça la force de la physique, c'est qu'elle est capable de s'émanciper des conditions particulières de son apparition. Par exemple, la relativité d'Einstein, voilà. Il est clair qu'elle est née à Berne en 1905, et il suffit de lire Einstein lui-même pour comprendre que le fait qu'il ait travaillé comme ingénieur au bureau des brevets à Berne a été déterminant dans le fait qu'il a fini par comprendre que l'interprétation qu'on faisait à l'époque de l'électromagnétisme était paradoxale. Il y avait un problème, et il a résolu ce problème d'une certaine façon qui a donné naissance à une nouvelle conception de l'espace et du temps. Donc le contexte a joué, il le dit lui-même. Ce qui est intéressant aussi. Mais est-ce que, juste pour finir, est-ce qu'on a le droit de dire pour autant que la validité de la théorie d'Einstein reste rivée à ce contexte? Non. Voilà. Vous posez une question, Étienne Klein, dans l'introduction de ce livre, Idées de génie, c'est pourrons-nous un jour résoudre le mystère de la naissance des idées? Vous avez partiellement répondu à cette question tout à l'heure en racontant l'importance du contexte et des personnes qui ont trouvé les idées, mais est-ce que ce mystère, pour vous, il restera en partie mystérieux et heureusement mystérieux? Mais en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que très peu de chercheurs qui ont eu des idées géniales disent ce qui s'est passé dans leur esprit au moment où l'idée a germé. Le Eureka, c'est simplement le constat qu'il y a un avant et un après. Avant, l'idée n'est pas là, après, elle est là. Mais comment elle est advenue, c'est très rare que ce soit directement explicité par ceux qui ont cette idée. Il y a une exception, c'est Poincaré, qui parle d'un travail inconscient. Mais voyez, l'inconscient, ça sert aussi de réceptacle pour imaginer qu'elle est venue de quelque part. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une idée? Voilà. Est-ce qu'on est capable de déceler dans notre activité cérébrale ce qui relève de l'impression, de la sensation, de la rêvasserie, de l'idée? Comment est-ce qu'on la définit par rapport au magma d'activité qui se déploie dans notre activité cérébrale? Et pourtant, elles ont bousculé la science, que c'est le sous-titre que vous avez choisi pour ce livre. Donc, si on ne sait pas évidemment à partir de quand est-ce qu'elle arrive vraiment, ce sont parfois des intuitions qui allaient peut-être contre un savoir qui était partagé, ou en tout cas de nouvelles découvertes, parce qu'évidemment, ce que vous racontez avec le temps, c'est on va vers le plus petit, le plus infime, parce qu'on a la capacité d'aller vers le plus petit et le plus infime. Mais tout ont bousculé, ont chamboulé ce qui était l'ordre établi. Alors, non, c'est basé sur des textes. Donc, les textes supposent que les idées en question ont été formalisées par ceux qui les ont eus. Donc il faut distinguer l'émergence de l'idée, qui reste en effet mystérieuse, de sa formalisation qui la rend presque rationnelle, même si parfois on trouve
des arguments qui n'ont rien de scientifique dans la façon de proposer des théorèmes ou des principes. Je pense au principe de moindre action, qui est un principe très fondateur en physique, qui est justifié par l'un de ses auteurs, Maupertuis, par des arguments théologiques. Dieu est un flemmard, donc il s'arrange pour que la lumière qu'il a créée fasse le trajet le plus économe possible du point de vue d'une certaine grandeur. Et on vous remercie au passage d'avoir cité évidemment un breton ici avec Maupertuis, Étienne Klein. Dans ces deux livres, la physique selon Étienne Klein, et notamment les livres qui s'intéressent aux scientifiques et puis des génies, ce que vous montrez aussi, c'est qu'il y a des étapes, des moments importants. Il y a le 17e avec la naissance de la physique avec Galilée, puis vous montrez aussi une vraie effervescence pour les connaissances dans les années 1920. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une période d'effervescence, qu'on est dans une période de tarissement des idées de la physique? Moi, je vais vous dire ce qui me fascine dans les personnages des années 20, qui en effet sont des gens très particuliers, jeunes pour la plupart, qui ont fondé ce qu'on appelle la physique quantique. Et la physique quantique naît dans les années 20, à une époque où, par rapport à aujourd'hui, on sait très peu de choses sur la matière. L'atome vient d'être découvert, on a identifié le proton, qui est dans le noyau des atomes, l'électron, qui tourne autour du noyau, on ne connaît pas encore le neutron, on ne connaît pas encore les interactions dites nucléaires, il y en a deux, la forte et la faible, on ne connaît que la gravitation et l'électromagnétisme. Et en termes de particules, pas grand-chose. Et des jeunes gens vont mettre sur pied des nouveaux concepts, pas du tout tirés de l'observation empirique, qui vont, mis ensemble, constituer ce qu'on appelle le formalisme de la physique quantique. On est presque 100 ans plus tard. On a découvert des dizaines de nouvelles particules. Certaines élémentaires, d'autres composites. On a les quarks, on a les bosons, le boson de Higgs, et les neutrinos, etc., dont ces gens-là ne connaissaient pas l'existence. Bah oui, le boson de Higgs a été véritablement découvert en 2012. Et on apprend à l'école que toute donnée empirique nouvelle, tout fait est une menace pour la théorie. Peut être suffisant pour la mettre par terre. Or, aujourd'hui, on a toujours la physique quantique. Ouais. Et donc je me dis qu'une théorie qui a à ce point résisté à toutes les provocations qui ont pu venir de la réalité, de l'observation, de la détection, de l'empirie, et qui a résisté, ça veut dire que, non pas qu'elle est forcément vraie, mais en tout cas, elle est en contact avec quelque chose qui a à voir avec le réel. Vous voyez, je suis très prudent. Oui. Et ça, c'est pour moi un argument contre les gens qui prônent un relativisme absolu, avec l'idée que toutes les théories physiques sont des constructions sociales qui en disent beaucoup plus sur les physiciens et leur mentalité que sur le réel. Et moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai, parce que si on adopte cette thèse du relativisme absolu, alors, à chaque fois qu'une théorie donne des prédictions, fait des prédictions qui sont vérifiées par la mesure ou par l'observation, ça relèverait du miracle. Ça fait beaucoup trop de miracles pour qu'à mon avis, ce soit crédible. Une question sur idée de génie, 33 textes, c'est pas 33 inventeurs, c'est un certain comme Galilée qui ont le droit à 2 textes. Maximum 2. Maximum 2. Einstein 2, Newton 2. Voilà. Alors, vous avez précisément on aurait pu mettre 10. Les plus grands, ouais. Ils sont européens, américains. Les autres, où sont-ils? Que font-ils? Alors, quand on est au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, les noms qui sont associés aux idées de génie en physique sont européens. Je suis désolé, on a fait des recherches. Aux États-Unis, pas grand monde, ça arrive au XXe siècle. Et vous avez raison, après la Deuxième Guerre mondiale, la science s'internationalise et les articles qui sont publiés en physique, en général, sont signés par un très grand nombre d'auteurs. Donc nous, on a choisi des idées singulières qu'on peut rattacher qui sont associées à un ou 2 noms maximum. Donc, du coup, forcément, ça. Et donc c'est plutôt les Européens, mais aujourd'hui on pourrait trouver des noms évidemment à l'étranger, puisque, comme je l'ai dit, la science, la physique en tout cas, c'est internationalisé. Alors dans cette série de podcasts, Étienne Klein, on s'intéresse aussi à la manière dont les auteurs travaillent avec les personnes qui les éditent. Pour des livres comme ceux-ci, qu'est-ce que vous attendez en tant qu'auteur, en tant que savant de votre éditeur? Presque tout. Les 6 livres qui sont rassemblés dans ce gros volume qui rassemble donc des ouvrages sur le temps ou sur les physiciens du XXe siècle, je les ai écrits sous la direction de Sylvie Van Zak, et on a vraiment passé beaucoup de temps ensemble. Moi,
comme toujours, je remets un premier manuscrit, parfois incomplet. Elle le relit et elle me dit là, c'est pas clair. Je lui dis si, c'est clair. Elle me dit non, c'est pas clair. Je dis si, c'est Il y a clair. moins un deux qui cède. Et à la fin, je cède, toujours. Je retravaille. Et quand je compare la version retravaillée à celle que j'avais fournie, je vois qu'elle avait raison. Donc maintenant, je ne dis plus non, c'est pas clair, j'obéis. Et on gagne un temps fou. Ces deux livres-là, ils sont très différents, parce qu'évidemment, La physique selon Étienne Klein reprend 6 de vos livres, Idées de génie, et un original avec des fragments de texte que vous commentez abondamment avant et après. Ce deuxième, et en plus, c'est un livre coécrit, Idées de génie. Comment est-ce que vous l'avez travaillé? Comment s'est fait le choix? On a parlé des Européens américains, mais voilà, il n'a fallu garder que 33 idées au total. C'est-à-dire qu'il y a un vrai aller-retour entre vous, votre co-auteur, vous et votre éditeur? Alors Gauthier de Montfort, c'est donc je l'ai eu comme étudiant à Centrale et je l'ai repéré comme étant un étudiant particulièrement intéressé par les sujets qui m'intéressent. Il était très assidu en cours, il posait beaucoup de questions. Voilà, donc il a décidé de faire une thèse sur l'histoire de l'optique quantique et il voulait qu'on travaille ensemble. Donc je lui ai proposé ça et on a travaillé de la façon suivante. Moi j'avais des idées de texte, lui en avait d'autres. Il m'a amené d'ailleurs des textes auxquels je n'avais pas du tout pensé. Et on a discuté ensemble pour savoir lesquels on retenait. Et d'ailleurs, entre la première liste qu'on avait établie et celle qui est publiée, il y a quelques différences. Il y a des textes qui ont été abandonnés, d'autres qui sont arrivés à la fin. Et en fait, on s'est réparti le travail de la façon suivante. Une fois le choix établi, à l'issue d'une discussion entre nous deux, lui s'est chargé de la partie biographique des auteurs. Il a raconté qui étaient les auteurs. En 2000 signes, donc en un peu plus d'une page. C'est ce qui est généralement après le texte, la citation du texte. Voilà. Et moi, j'ai fait le commentaire du texte en expliquant justement dans quel contexte il est apparu et en quoi ce texte a changé la suite de l'histoire. Et on a travaillé, je crois, très très efficacement parce qu'on était sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été étonné d'un fait qui est le suivant. Les philosophes sont des gens qui lisent les textes de philosophie du passé. Autrement dit, ils ont un rapport aux œuvres du passé qui est très fort. On ne pourrait pas se déclarer aujourd'hui philosophe sans jamais avoir lu la moindre ligne d'Aristote, de Kant ou de quelques autres. Donc être philosophe, c'est d'abord avoir lu de la philosophie. Alors qu'on peut être un très grand physicien sans avoir lu une seule page de Galilée, d'Einstein, de Newton ou de Boltzmann. Parce qu'en fait, on apprend les formalismes. Et il m'a semblé que c'était une forme d'injustice. Et que si on veut dérelativiser la physique, il faut comprendre comment, dans quel contexte les idées sont apparues. D'autant que, vous l'avez sans doute remarqué, certains de ces physiciens du passé sont de très grands écrivains. Il y a un plaisir de lecture, qui n'est pas simplement un plaisir de comprendre quelque chose de relatif à la physique, mais il y a une un plaisir dans l'argumentation. Ouais. C'est un livre qui est paru dans une collection de poche, inédit mais collection de poche, c'est-à-dire aussi à vocation tout de suite d'un grand public. Comment est-ce que vous, en tant que philosophe scientifique, vous envisagez ce rapport, cette démocratisation du savoir? Et je vous aurais peut-être pas posé la même question de la même manière il y a 1 an et demi, puisque on est dans une année qui a éprouvé, révélé la relation entre la société et les scientifiques. Comment est-ce que vous avez envisagé cela? Vous ne m'auriez pas posé la même question de la même façon il y a 1 an et demi, et moi je ne vous aurais pas répondu de la même façon il y a 1 an et demi. C'est-à-dire que vous dites, grâce à ce format, on touche le grand public. Moi, ce que j'ai compris avec la pandémie, c'est que on s'est planté quelque part. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de toucher le grand public parce qu'on écrit des livres qui sont lus, on reçoit du courrier de lecteurs, on fait des conférences. On a l'impression, en regardant le visage des personnes qui sont rassemblées pendant les conférences, qu'elles comprennent. On donne des cours à des étudiants, on a l'impression qu'ils comprennent. Bon, sauf quand on corrige les copies, mais ça c'est un autre débat. Et le grand public, le vrai grand public, on ne le voit pas. Et moi, ce que m'a montré la pandémie, c'est que, justement, le rapport que le grand public a avec la science est influencé
par toutes sortes de biais cognitifs dont moi je n'avais pas suffisamment pris conscience. Même si ce texte, ce livre peut être lu par tout le monde, il ne sera pas lu par tout le monde. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que non pas les résultats de la science, qui peuvent être complexes, mais le fait que la méthodologie ou les méthodologies de la science, qui peuvent être chaotiques, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, aucun scientifique n'est scientifique tout au long de la journée. Et donc l'objectivité de la science ne vient pas du fait que les scientifiques auraient subi une cure de désintéressement qui les débarrasserait de leurs préjugés, de leurs opinions, de toutes sortes d'influences qu'ils peuvent recevoir. Non, ce qui fait que la science devient objective, c'est que un scientifique écrit des textes dans lesquels il montre quels ont été ses résultats, comment il les a obtenus, et ensuite on discute. On peut s'engueuler. Et à la fin, ça peut prendre du temps, on arrive à faire parler un bout du réel qui tranche la question. Oui, la Terre est ronde et non pas plate. Oui, l'atome existe. Oui, l'univers est en expansion. Et c'est cette objectivation-là qu'il faut faire comprendre. Et pendant le Covid, vous avez vu, on a beaucoup entendu les scientifiques, mais on n'a pas beaucoup entendu la science. Non. Voilà, et ça m'interroge. Tout le monde parle de l'exponentielle, personne n'a expliqué ce qu'est une courbe exponentielle. Aujourd'hui, ça devient synonyme de courbe qui croît très vite, mais pour les faibles valeurs de la variable, l'exponentielle croît très lentement. Donc voilà, on n'a pas beaucoup expliqué ce qu'est un essai en double aveugle, pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité, etc. Et donc, entendre des scientifiques qui se disputent sur les plateaux de télévision, c'est pas la même chose que faire de la pédagogie de la science. Et là, je pense qu'il y a pour nous autres vulgarisateurs quelque chose à comprendre et sans doute un défi qui nous oblige à revoir certaines de nos pratiques. C'est-à-dire que ça vous interroge sur peut-être le livre que vous êtes en train d'écrire ou le livre à venir qui sera à destination d'un grand public sur comment amener ce savoir au plus large public que possible? Mais tout le défi, c'est d'arriver à être écouté d'un public plus large sans céder le moindre pouce à la démagogie. Voilà l'équation. Ouais. Voilà le système d'équation. Ouais. Et pour l'instant, je ne connais pas la solution. Ouais. Peut-être qu'il n'en a pas. Mais il faut chercher. Je voudrais qu'on termine avant de recevoir Sophie Berlin sur le fait que ces deux livres, La physique selon Étienne Klein et puis Idées de génie, sont parus dans deux collections de la maison d'édition Flammarion. Vous avez publié chez d'autres éditeurs, mais beaucoup chez Flammarion. En quoi, selon vous, vous semble-t-il être un auteur Flammarion? Est-ce que vous êtes un lecteur de ce qui se publie dans cette maison-là? Disons que chez Flammarion, j'ai rencontré une exigence d'édition que je n'ai pas rencontrée ailleurs. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de publier dans d'autres maisons d'édition et parfois le texte qui a été publié est celui que j'avais envoyé par mail. Il n'y a pas eu de correction? Très peu. Alors qu'avec Sylvie Venzac et puis avec d'autres éditrices avec lesquelles j'ai travaillé pour ces deux derniers ouvrages, il y avait un travail d'édition. Et moi, ça m'intéresse. Ça prend beaucoup de temps, évidemment, mais ça m'intéresse de travailler l'écriture. Et donc, Flammarion, c'est un éditeur qui m'a appris à écrire, en fait. Voilà. Parce que je n'étais pas du tout auteur avant. Et j'ai appris à écrire grâce à cette interaction très forte avec une éditrice en particulier, et avec d'autres parfois. D'ailleurs, les éditions Flammarion ont une très belle anagramme qui dit un peu ce que je suis en train d'expliquer. Les éditions Flammarion ont pour anagramme l'arôme des mots à l'infini. Et oui, les mots ont un arôme, une saveur. Et pour dire le savoir, il faut de la saveur, sinon ça passe pas. Absolument. Là, je crois qu'on n'a plus rien à ajouter. Après cette parole, Étienne Klein, je renvoie à vos deux livres, Idées de génie, 33 textes qui ont bousculé la physique, que vous présentez donc avec Gauthier de Bancourt dans la collection Champs Sciences, et puis il y a La physique selon Étienne Klein, celui-ci dans la collection 1001 pages, toujours des éditions Flammarion. On nous parlera dans un instant Sophie Berlin. Étienne Klein, un grand merci à vous. Merci à vous.
poursuivons ce podcast Ce qui se lit de la librairie Le Fayère en votre compagnie, Sophie Berlin. Bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre Étienne Klein nous parler des livres que vous avez édités, les nouveaux étant Idées de génie qu'il a coécrit dans une collection Champ, donc collection Poche. Et puis j'ai mis une page La physique selon Étienne Klein qui reprend 6 de ses livres. Vous êtes la secrétaire générale des éditions Flammarion, où vous dirigez également le département des sciences et des sciences humaines. J'aimerais savoir comment est-ce que vous travaillez avec Étienne Klein, puisque il nous l'a suggéré en tous les cas dans cet entretien. Ce n'est pas vous qui êtes son éditrice, sauf que vous avez un compagnonnage qui date quand même d'un petit bout d'année. Alors oui, c'est vrai, Étienne Klein est arrivé en, je crois, 2003 ou 2004 aux éditions Flammarion, donc ça fait maintenant 17 ans. Il a fait ces 6 livres qui sont regroupés dans La physique selon Étienne Klein. Et je crois qu'il vient de l'expliquer très bien en parlant du rôle de son éditrice. C'est cette idée tout d'un coup de lui dire tu peux t'adresser à presque tout le monde, pas tout à fait tout le monde comme il vient d'expliquer, mais au fond, tu as quelque chose à dire depuis ta spécialité qui va dépasser ta spécialité. Et le rôle de l'éditeur, c'est de l'accompagner, d'autant qu'Étienne a une culture absolument encyclopédique, il s'intéresse à la philosophie. Pour moi, il y a un mot qui n'a pas été prononcé tout à l'heure, c'est le mot de poésie. Je trouve que, il a beaucoup parlé de langage, ouais. Je pense que c'est ça aussi son originalité. Il aime tellement le langage qu'il perçoit, oui, jusqu'au mystère des mots. Ce livre extraordinaire qui s'appelle Les anagrammes renversantes n'a pas été cité tout à l'heure, et ça dit beaucoup de lui. Voilà, donc un éditeur, c'est quelqu'un qui accompagne son auteur dans ce qu'il a de plus précieux, son expertise, sa compétence, et puis qui lui donne envie et qui lui donne confiance surtout dans le fait qu'il peut aller plus loin. Voilà. Il a dit aussi que c'était Flammarion, la maison qui lui avait appris à écrire, en tous les cas évidemment des livres et à s'adresser à un public. Comment est-ce que vous recevez ça? Est-ce que pour vous c'est aussi une de vos missions, notamment quand on n'est pas dans de la littérature, c'est-à-dire qu'on est des gens dont le langage, le rapport au langage peut être assez différent et qu'il faut que ça fasse un livre, il faut que ça s'adresse à quelqu'un? Alors, ça, c'est sûr, je suis très touchée qu'Étienne Klein ait dit ça me fait très plaisir. Et je pense qu'il a saisi là vraiment ce qu'on essaye de faire chez Flammarion, en tout cas dans le secteur que je dirige des sciences humaines. Moi, je suis profondément convaincue de ce que vous dites. Vraiment, on peut raconter à peu près tout. Ce qu'on veut. On peut expliquer à peu près tout du moment qu'on se soucie d'avoir une forme agréable, non académique, du moment qu'on se soucie d'aller chercher le lecteur dans son ignorance, sans le mépriser, voilà. Donc, par exemple, je pense qu'un certain âge un petit peu, hyper conceptuel et légèrement cuistre de l'édition a disparu, de l'édition de sciences humaines. Je fais ce métier depuis 30 ans. Quand j'ai commencé à le faire, il y avait encore un certain nombre de livres dont on ne comprenait pas les titres. Et ça paraissait assez normal, au fond. C'était même assez chic. Je pense que ça, c'est fini, en tout cas dans les maisons généralistes. Et j'en suis heureuse. Vous avez carrément cassé ce code-là avec notamment tous les livres de la collection Champ par l'objet, couverture jaune dominant et puis une iconographie qui est très pop. Oui, mais il n'y a pas de raison aussi que les livres de sciences humaines soient moches, fassent peur. Voilà, je pense que oui, Champ est un très très bon exemple parce que d'abord oui, effectivement, c'est Champ Flammarion, c'est une collection qui maintenant a, je crois, 45 ans, un peu plus de 40, et qui a peu à peu fait son chemin dans les sciences humaines. Historiquement, c'est pratiquement la première collection de sciences humaines de Poche. Elle va être suivie ensuite par Folio Essai et par d'autres collections. Mais elle est restée pendant longtemps assez sérieuse. Et puis, depuis une dizaine d'années, nous avons souci avec l'éditrice qui la dirige et que je nomme, qui est Pauline Kipfer, donc l'éditrice qui a présidé ces fameuses idées de génie dont on vient de parler. Eh bien, nous avons souci d'aller chercher des domaines des sciences humaines un peu différents, par exemple la behavioral economics. Tout à l'heure, de façon intéressante, Étienne a parlé des biais cognitifs. On a tout un rayon sur ce sujet, les biais cognitifs, pourquoi ça nous empêche de penser, de prendre des bonnes décisions. Et donc il y a des nouveaux champs, et puis des nouvelles façons de raconter le savoir, des façons plus littéraires,
plus poétique, comme on vient de le voir. Oui, en tout cas, c'est ça l'esprit de Champ maintenant. Quel est, vous, les éditeurs qui sont dans votre département, quel est votre rôle par rapport à des gens comme Étienne Klein, mais des historiens, des économistes et autres qui, eux, sont les détenteurs du savoir et vous, les détenteurs et détentrices peut-être de la forme, du langage, de l'adresse aux lecteurs. Comment est-ce que ça se passe ? Oula. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que vous pouvez transformer un texte ? C'est vraiment la cuisine éditoriale. Alors, d'abord, les auteurs sont premiers. Je veux dire, on peut avoir des idées, des intuitions, des envies. Voilà, ça se passe plutôt comme ça. On a une envie, on a un début de commencement de sujet. On parlait tout à l'heure de la pandémie. C'est sûr que la pandémie nous a suscité à tous plein de questions. C'est typiquement ces questions que vous adressez aux experts. Et on aurait effectivement pu poser à des scientifiques la question de pourquoi la médecine nous paraît si impuissante, ce qu'a très très bien expliqué Étienne tout à l'heure. Voilà. Alors, est-ce que ça donne lieu à un livre ou pas ? Ça dépend. Ce sont deux désirs qui se croisent. Si vous voulez, si votre auteur percute, entre guillemets, et vous dites « mais oui, c'est génial et j'ai plein de trucs à raconter », vous allez être le premier spectateur et le premier convaincu. Et là, ensuite, le travail de l'éditeur en sciences humaines, c'est de l'aider à formuler le sujet de façon justement à ce que ça devienne un sujet de livre. Je reviens à ce que vous avez dit, Sophie Berlin, que parfois vous pouviez être à l'initiative, si j'ai bien compris, vous et les éditeurs de votre département, d'un sujet qui va devenir un livre. C'est quelle proportion, ça, des livres que vous publiez ? Parce que les auteurs peuvent aussi venir avec eux-mêmes leurs propres idées, leurs propres volontés. Alors oui, les auteurs viennent, mais ce qui est une particularité peut-être par rapport à l'édition de littérature, c'est que en sciences humaines et plus largement dans le secteur de la non-fiction, une grande majorité des livres sont commandés. On se met d'accord sur une idée de livre. Au fond, on décide d'abord le sujet, que l'idée du sujet vienne de l'éditeur ou qu'elle vienne de l'auteur, ou qu'elle vienne des deux un soir de cuite éventuellement, ça aussi ça arrive. Le livre sera commandé, on l'attend. Et ça, c'est une des raisons qui fait que personnellement, je ne changerai pas de métier. C'est cette attente, ce livre longuement mûri, pensé, imaginé, rêvé, qui un jour arrive sous la forme d'un manuscrit dans votre boîte mail, ça c'est magnifique. Je pense que c'est un autre plaisir de découvrir par la poste ce que racontent les éditeurs de littérature, ce roman qui tout d'un coup s'impose à vous, cette voix que vous allez sans doute accompagner, mais ça n'est pas la même chose, ça n'est pas le même type de plaisir. Moi j'ai un goût vraiment fort pour le fait d'avoir imaginé un livre de plus ou moins de A à Z, jusque dans sa couverture, jusque dans son titre, et d'accompagner l'auteur vers ça. Avec parfois des désaccords, des discussions, il peut y avoir des différences, et c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment, oui, le mot, c'est intéressant. Ça veut dire quoi justement accompagner un auteur sur un livre ? C'est être là pour répondre à ses questions, lui poser des questions. Si je fais la comparaison avec la littérature, on va rester dans votre maison d'édition puisque c'est Olivier Adam et Alix Ponant chez Flammarion qui ont ouvert ces podcasts. Olivier Adam a un rapport très particulier avec Alix Ponant. Ils sont sans arrêt en conversation. Est-ce que c'est ça aussi qui se passe chez vous entre vos éditeurs et vos auteurs ou vous-même avec vos auteurs ? C'est une conversation permanente, perpétuelle, ils ont besoin d'être rassurés. Alors, j'ai écouté Alix et j'ai été Alix Ponant et j'ai été très très admirative de cette relation très suivie qu'elle a. Elle insistait bien sur le au-delà de l'aspect professionnel et littéraire d'une conversation constante. Alors, je dirais qu'il y a tous les cas de figure. Il y a des auteurs dont il se trouve que vous êtes amenés à devenir proches et qui deviennent aussi des amis. Et du coup, la conversation, effectivement, est tout le temps. Et puis, il y a aussi une façon oui, je ne sais pas si c'est plus professionnel, en tout cas plus distancié de voir les choses, qui consiste à commander donc ce livre, enfin se mettre d'accord sur un projet de livre, et ensuite à prendre des nouvelles régulièrement. Voilà, vous voyez, il y a vraiment tous les types d'accompagnement. L'idée, c'est de répondre aux besoins de l'auteur. Il y a des auteurs qui ne veulent absolument rien vous montrer avant d'avoir posé le point final. Et là, en revanche, faut percuter vite. C'est sûr qu'on ne va pas les laisser tout seuls une fois qu'ils ont rendu leur manuscrit. Et puis il y a ceux qui veulent être rassurés chapitre par chapitre. Au fond, j'ai
voilà, je n'ai pas d'avis. Chaque auteur est comme sur c'est une relation différente. À titre personnel, j'aime bien me mettre d'accord sur un projet, avoir ce qu'on appelle un synopsis, c'est-à-dire une table des matières, on sait à peu près où on va, et puis un premier chapitre pour trouver le ton, voilà, pour savoir comment ça va être raconté, tout ça. Voilà, mais si l'auteur me fait lanterner, eh bien et que j'ai confiance en lui, voilà, le mot important qu'on n'a peut-être pas prononcé, c'est confiance, et l'autre c'est patience en fait, parce que tout ce processus, voilà, nécessite un petit peu de temps, et les bons livres ne naissent pas en 15 jours ou 2 mois, ça c'est sûr. Je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure avec Étienne Klein sur ce que cette année et demie avec la pandémie a pu révéler du rapport des citoyens avec les scientifiques. Lui a dit, ben voilà, on s'est trompé, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est un constat aussi, Sophie Berlin, que vous faites ou qui vous interroge sur les livres à venir qui vont avoir à traiter la science et la médecine ? Oui, c'est très intéressant ce qu'il a dit. Je ne sais pas, pour le coup, j'ai besoin d'un peu de temps pour savoir ce que j'en fais éditorialement. C'est vrai que ce que j'aime dans ce qu'il a dit, c'est la façon dont il vient questionner la réception que nous-mêmes nous avons eue des émissions, de tout ce que nous avons entendu à la radio, à la télé, et le crédit que nous avons accordé à la parole scientifique comme étant certaine, comme étant sérieuse, à un moment où effectivement le savoir n'était pas constitué. Et du coup, quand il était un peu plus constitué 9 mois après, en janvier, en fait, on voulait plus écouter les médecins. Ça devenait très ennuyeux de les écouter. On leur expliquait qu'ils nous avaient trompés 9 mois avant, donc on n'allait pas les croire au moment où on aurait dû les croire. Donc on voit que là, il y a un vrai sujet de crédibilité de cette parole et de façon de la faire entendre, de faire comprendre cette méthode scientifique, comment se construit le savoir, et plus que les croyances. Là, je trouve qu'Étienne a un très bon point. Voilà, je vais y réfléchir. Je repose une question à Sophie Berlin que je vous ai posée tout à l'heure, mais en la formulant un peu différemment. Ma question était qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un sujet ou chez un auteur pour que vous le publiez ? Et là, je prolonge un petit peu pour qu'il corresponde aussi à l'identité Flammarion. Alors, je crois qu'Étienne Klein l'a bien expliqué. Il y a une compétence, il y a un savoir, il y a une discipline, une expertise de départ. Et là, très clairement, voilà, Étienne Klein, physicien, son travail sur le temps, la perception du temps, son travail aussi sur la physique quantique, enfin disons la naissance de la physique quantique. Bon, ça c'est incontestable. Mais en revanche, ce qui nous intéresse, nous, éditeurs, c'est de sortir de cet académisme et de nous dire, nous allons raconter ça à d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on décide un livre ? Je reviens à ça. On décide un sujet, on décide un angle, et on sait qu'on a une personne, en l'occurrence Étienne, qui est capable de raconter ça à tout le monde. Donc, raconter, le storytelling, hein, le mot anglais est plus facilement compréhensible, même si au fond, il ne raconte que ça. Il s'agit de raconter. Pour moi, c'est vraiment l'ADN de Flammarion. C'est l'ADN du premier livre qu'a fondé les éditions Flammarion, qui est l'astronomie populaire de Camille Flammarion. Il y a de ça, je crois, 145 ans. Je ne suis pas absolument sûre à 5 ans près. Et c'est resté là, dans la maison. Ce mot de vulgarisation, il n'est pas très très beau. Hein, on entend le mot vulgaire. Démocratisation. Démocratisation, mieux. Vraiment, ce que ça raconte, c'est une diffusion large et un désir de faire connaître. C'est les deux. Voilà. Donc, si on a un bon sujet et un auteur qui a ce souci de rompre avec l'académisme, qui s'autorise aussi à parler un peu de lui. Il ne s'agit pas de se répandre, de raconter toute sa vie, mais de passer par un jeu, de médiatiser le savoir par un jeu qui a des émotions. Et là aussi, Étienne est très fort pour ça. Voilà, ça me paraît une des conditions. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Et puis en librairie, donc je rappelle notamment Idées de génie, 33 textes qui ont bousculé la physique. Et puis la physique selon Étienne Klein, ces 2 derniers livres. Sophie Berlin, merci beaucoup d'avoir parlé de la maison d'édition Flammarion. Merci. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.